Bonjour. Pour quelles raisons l'entreprise investirait-elle dans les compétences des salariés? La question pourrait paraître provocatrice, mais si on l'examine avec l'outil juridique, elle révèle un paradoxe et pas un paradoxe de petite taille. Faisons un tout petit peu d'histoire. Au XIXe siècle, quel était l'objet du contrat de travail ou comment le considérait-on? On considérait que c'était la force de travail du salarié qui était l'objet du contrat, ce qui renvoyait essentiellement à un travail physique. Je rappelle qu'au XIXe siècle, le travail salarié n'était pas le modèle, loin de là, que être salarié d'ailleurs c'était déchoir et que le travail noble c'était le travail non salarié avant qu'on ne devienne ou qu'on passe à la société du salariat au cours du XXe siècle, comme l'a démontré notamment Robert Castel dans son ouvrage La société du salariat. 19e siècle, donc, la force de travail, travail physique. Au 20e siècle, l'objet du contrat, c'est la qualification du salarié. La qualification, ce sont les activités définies par le titre de la fonction, de l'emploi que l'on donne dans le contrat, c'est le périmètre des activités qu'on peut lui demander d'exercer. Avec des frontières plus floues dans les missions, dans le travail. Qu'est-ce que c'est un emploi de chef de projet? Que fait un chef de projet? Que fait un chargé de mission exactement? La difficulté à définir précisément le contenu de l'activité, on s'oriente vers une définition de l'objet du contrat qui serait celle du XXIe siècle. L'objet du contrat de travail, c'est la compétence du salarié. Quand vous recrutez quelqu'un, qu'est-ce que vous achetez? Vous achetez un temps d'activité, mais vous achetez surtout les compétences de la personne qu'elle met à disposition de l'entreprise. Et c'est là qu'on voit le paradoxe. Pourquoi l'entreprise investirait-elle dans ce qui appartient au salarié et dans précisément ce qu'elle lui achète? J'achète les compétences à des salariés que je recrute et ensuite c'est moi qui investis dans ces compétences. Alors on peut reprendre la théorie du capital humain, l'individu qui investit sur son expérience, sur sa formation, accroît sa valeur et le coût de son travail, de ses activités, de ce qu'il est capable de faire. Et pour l'entreprise, ça pose évidemment une question, pourquoi c'est moi qui ferai cet investissement? On peut faire également un autre constat. Si l'on regarde les statistiques des secteurs qui forment le plus, ou plus précisément qui envoient le plus ou le moins les salariés en formation, on s'aperçoit que l'hôtellerie-restauration, par exemple, est dans les secteurs qui utilisent le moins la formation. Alors, sans doute parce que la culture et l'apprentissage en situation dans beaucoup de cas, et d'ailleurs on vous demande au moins autant par quelle maison vous êtes passé, par quel établissement que par quelle école, mais aussi parce qu'on est dans un secteur à très fort turnover. Et plus on est dans un secteur à turnover, et plus pour le chef d'entreprise, la question de l'investissement se pose. Pourquoi je vais investir dans des compétences d'une personne qui va rester chez moi 1 an, 2 ans et qui ensuite ira ailleurs? Je suis en train d'investir pour les autres. Ce qui au passage d'ailleurs donnerait beaucoup de crédit à l'idée que dans ces secteurs-là, l'investissement en formation, il est nécessairement mutualisé. Alors, investissement par l'État, c'est une forme de mutualisation, tout le monde paie, ensuite tout le monde peut utiliser les compétences développées. Mutualisation par les secteurs ou par les branches professionnelles, notamment par le biais des OPCO, ou bien renvoi à l'individu qui investit dans ses propres compétences parce que c'est lui qui va bénéficier des résultats. Et vous voyez que le choix de dire, depuis 45 ans, ce sont les entreprises qui doivent investir dans les compétences du salarié, n'est vraiment pas quelque chose qui va de soi et peut-être même qui est très paradoxal.